et qu'on ne peut pas la rayer par un arrêté d'expulsion ou par un meurtre commis par un policier ou un crime raciste. J'ai eu l'extrême aujourd'hui par rapport à la famille de l'immigration, c'est ces deux pôles-là. C'est quelqu'un qu'on tue parce que c'est un arabe, un noir, etc. Ou un policier qui tire sur un jeune comme il s'est passé dernièrement à Lille. Ou c'est une manière de t'éliminer. Ou alors on te raye de la carte de France par le biais d'une expulsion. Bien sûr, la répression n'est pas le moyen le plus génial que l'humanité ait jamais inventé ou que l'État ait jamais inventé pour empêcher quelque chose. Mais l'idée qu'on laisse ça comme ça, sans donner un signal fort qu'il ne faut pas faire ça, a conduit, je crois, quand même à cette idée qu'il y a menace pour l'ordre public et que donc il faut d'une certaine manière envoyer aussi le signal à tous ces gens très jeunes qui sont dans les banlieues et qui entrent dans ces circuits de drogue que l'exemple du grand frère ou du grand cousin à qui c'est arrivé n'est pas terrible. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'en fait, dans la majorité des cas, ce sont des petits délinquants quand même, ce ne sont pas de gros délinquants. Non, mais les gros délinquants sont traités, évidemment. Il y a beaucoup de petits délinquants et il y a dans ce pays, comme dans d'autres certainement, enfin, il y a dans ce pays énormément de problèmes de petits moyens, mais la chaîne est ininterrompue en réalité. Hein. Elle ne s'arrête pas. Hein. De petits, moyens et éventuellement gros trafic de drogue, hélas dans les banlieues où, hélas, sont concentrés, pour des raisons également économiques et sociales qui méritent aussi une investigation peut-être, un certain nombre d'étrangers. En fait, l'expulsion, c'est que le paroxysme de l'exclusion. C'est que l'extrémité de l'exclusion. Et là, quand il a exprimé cette exaspération. En fait, l'exaspération, c'est le sentiment que l'on ressent face à toutes ces souffrances qu'on vit au quotidien, toutes ces exclusions au quotidien qu'on ressent, et on est exaspéré, parce qu'il n'y a pas de solution. On est comme pris dans une camisole, et on se débat à l'intérieur, et on est enfermé, quoi. Enfermé de l'intérieur, on est comme enchaîné, quoi. Et on ressent toujours cette exaspération, l'exaspération. Et c'est ça, moi, que j'appelle, non pas la double peine, mais l'éternelle peine, comme dont parlaient Baudelaire et Rimbaud, l'éternelle peine. Et avant même d'être étranger et d'avoir commis un acte délictueux pour être expulsé, déjà, on subit la double peine de par l'issue sociale. Parce qu'on est pauvre, parce qu'on est issu de populations immigrées, on subit une peine éternelle. Et il n'y a pas de limite pour nous. Il n'y a pas de limite à la peine. Hein. On va en prison, on paye le double, on paye le triple. Après, on continue de nous assassiner. On nous met des balles dans la nuque. La vraie double peine, elle est en bas de ma cité quand tous mes gosses, ils sont face à un mur toute la journée, ils ne savent pas quoi branler de la journée et ils n'ont pas d'espoir d'avenir. Et la seule alternative qu'on leur laisse, c'est de trafiquer le chichon et de monter des bracos. Et ça m'énerve. Voilà. Ça, entre autres, ça, c'est la double peine, ça. Là où c'est très grave, c'est que nous, les anciens, on n'a pas les papiers français, alors on nous expulse. Seulement, le message qu'on donne aux jeunes, c'est le message que la société en général et le système social avec son système de justice et tout, c'est le message, c'est vous êtes rien du tout. On leur donne juste des repères d'échec. C'est-à-dire que les anciens, on nous écrase et on leur dit, voilà, inconsciemment, dans leur inconscient collectif, on leur met l'échec, on leur dit, vous êtes issus d'une cellule sociale qui est écrasée, vous êtes des esclaves, vous êtes des bons à rien, et regardez ce qu'on vous fait, regardez ce qu'on fait à vos parents. Et là, ça peut pas aller, c'est dégueulasse. Parce que ils vont t'expulser, mais tes 8 enfants, ils sont français, ils resteront là. Et le message qu'on leur a donné, c'est déjà, dès l'enfance, à 10 ans, avant d'arriver à 10 ans, c'est la haine et la violence. C'est-à-dire, on ne vous donne pas d'espoir, les enfants. Vous avez intérêt à devenir des gangsters et des dangereux pour ne pas vous faire attraper comme votre père. Parce que votre père, on l'a attrapé et voilà ce qu'on lui a fait. Alors vous, faut pas qu'on vous attrape. Faut que vous soyez encore plus méchants. Et il n'y a pas de limite. Alors où c'est que ça va s'arrêter, l'escalade ?
Les expulsions sont officiellement prononcées dans le but de préserver l'ordre public. Mais la double peine produit en général l'effet inverse. La situation de Kamel n'est pas exceptionnelle. Plus de la moitié des mesures d'éloignement ne sont pas exécutées, faute de moyens suffisants. Condamnés à la clandestinité, les doubles peines n'ont plus aucune chance de se réinsérer. Et les risques de récidive sont forcément accrus. C'est la mort civile. Quant aux autres, les exilés de force, qui se retrouvent dans un pays inconnu, sans argent, sans famille, ils chercheront à revenir par tous les moyens. Moi, j'ai connu des gens qui sont pas réussi à revenir parce qu'ils sont morts. Ils ont risqué leur vie pour rentrer ici parce que n'importe quelles conditions sont bonnes pour pouvoir revenir en France. Ils le payent de leur vie. Mais non, ni lui ni moi, on part pas. Moi, sûrement pas, jamais. Et puis lui, non. Ils vont l'emmener, mais il va revenir. 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais même si ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ce genre de choses, on n'oublie pas qu'on les a connus un jour. Et même si c'est difficile, parce qu'à chaque fois c'est difficile, même si toutes les fois se ressemblent, mais on se rappelle instinctivement les gestes qu'on a faits pour se rassurer les uns les autres. Et on sait qu'au bout, il y a le retour. Alors on attend. Puis on fait tout ce qui est possible pour qu'il y ait ce retour. C'est quoi un expulsé dans une famille? C'est une femme qui est frappée, qui reste ici, elle. C'est un enfant, 2 enfants, 3 enfants, qui restent ici sans père, parce que la plupart du temps, ce sont des hommes. Une femme sans père, 3 enfants sans père, ça fait déjà 4 victimes de plus de cette double peine. Et puis, comme d'habitude, vous avez les parents de celui-ci, parce qu'ils habitent en France la plupart du temps. Puis vous avez les frères et sœurs de celui-ci, parce qu'ils habitent en France aussi, tout cela. Allez, on victimise, taf, 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 taf. Autrement dit, à chaque fois que vous avez un expulsé, vous avez 2, 5, 10, 12, 15 personnes qui sont d'une certaine manière immédiatement frappées par cette expulsion. Alors évidemment, si on a 5000 expulsés interdits du territoire chaque année, eh ben vous pouvez dire que ça vous touche 50 000 personnes en France. Mon histoire avec ma condition de femme algérienne, elle m'est renvoyée depuis qu'on n'arrêtait pas, ou du moins à partir de ce va-et-vient qui semblait se pérenniser dans le temps, entre le fait de renvoyer mon mari en Algérie, j'étais obligée de partir en Algérie le rejoindre, d'attendre qu'il revienne, ou de subir ce retour. Parce que où tout n'est pas joué, et là où rien ne va plus, c'est qu'ils ne savent même pas l'en faire. C'est que quand ils l'ont renvoyé et qu'il revient, c'est toi, tu t'es désarmé, c'est la clandestinité, c'est de la résistance. C'est résister face à l'ennemi. Qui est l'ennemi? C'est le policier. C'est la justice. C'est la prison. C'est résister avec sa famille pendant des mois que va durer cette clandestinité. Tu vas vivre cette situation précaire. Sortir la nuit, prendre les taxis, pas prendre le métro, avoir une certaine attitude, lui tenir la main. S'il y a des policiers qui arrivent face à toi, c'est de dire c'est mon frère, c'est pas mon mari. Parce que ton frère, lui, il a un casier vierge. Comment? C'est contradictoire. Toi qui veux être quelqu'un d'honnête, c'est totalement contradictoire avec ce qui fait toi. Comment tu peux mentir? Et votre femme, elle vit ça comment? Très mal. Très mal. Elle en souffre autant que j'en souffre. Et parce que je ne peux pas travailler, je ne peux pas venir à ses besoins, ni à ma fille. Je ne peux même pas aller chercher ma fille à l'école. Mais c'est terrible, il faut le vivre, la vie qu'on mène, nous, les clandestins. Il faut le vivre, il n'y a que nous, l'aiguille qu'elle nous pique, c'est nous qu'on sent la douleur. C'est horrible. Et quand il y a un contrôle de police? Ben, on court. Ben oui, ben quand il y a un contrôle de police, on l'évite, ben on court.
pas en cours. Parce qu'on sait que notre vie, elle est là, elle tient sur un fil. On se fait contrôler, on sait que le lendemain, on est en Algérie. Mais non, on n'a pas le droit au contrôle. On n'a pas le droit. Le père de Laetitia vit depuis 8 ans enfermé chez ses parents. Expulsé plusieurs fois en Algérie, il est revenu clandestinement en France. Une vie en fraude devenue insupportable à sa fille. J'ai l'impression d'être emprisonnée, oui, parce que même si je lui montre pas à lui, moi j'y pense sans arrêt dans ma tête. Et je me mets à sa place. Quand je pense à lui, je me mets dans sa situation. Et depuis sa première peine de prison, ça va faire quand même 20 ans qu'il est emprisonné. C'est une torture, c'est pire que d'être en prison. Je veux dire, on est chez soi et on est emprisonné, c'est pire que tout. On n'a pas de vie. C'est comme quand je vais le voir, c'est comme un parloir. Je vais avec lui dans la chambre, je discute 20 minutes, 1 heure. Puis qu'est-ce que je trouve plus rien à dire après parce que je peux pas tout partager, donc ça sert à rien. Je peux pas les vivre avec mon père. Donc c'est des parloirs quoi, des parloirs mais chez nous, un peu plus libre on va dire. Parce qu'il voit ma mère, il me voit, parce que ma mère peut dormir à côté de lui, mais c'est une prison, c'est une deuxième prison et c'est encore pire je dirais parce que c'est narguer les gens. On leur enlève tout à ces doubles peines, vous savez. La justice leur enlève les papiers, et nous, leurs femmes, on leur enlève tout le reste. Ils ont pas c'est nous qui dirigeons tout dans une maison. Et on leur enlève même le droit d'être père. C'est nous qui prenons les décisions ensuite. Puisqu'il faut qu'ils se cachent tout le temps. On fait comme tout pour... On est bien obligé de vivre, on est bien... de survivre. On est obligé de survivre. Et de faire... un semblant de vie normal, vous savez, avec des bases établies, l'école, machin et tout. Mais lui, il est pas là. Il est pas là. Nous, on lui enlève le juge le condamne, le président du tribunal le condamne, et moi, je l'ai condamné aussi. Je l'ai condamné à ne pas avoir de pouvoir de décision dans la famille, même au niveau de ses enfants. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Je crois pire que la condamnation, c'est ça. C'est... on est obligé de le cacher, on ne peut pas dire qu'il est là. Donc à l'école, on ne dit pas qu'il est là. Sur les carnets scolaires, on ne dit pas qu'il est là. On prend toutes les décisions. Quand il faut aller voir l'instituteur, on y va tout seul, toute seule. Si on fait une démarche, on y va toute seule. On est toujours obligé de se cacher. Et donc il n'est pas là. Un étranger, parce qu'il est étranger et qu'il est touché par l'interdiction du territoire français, n'aura pas la possibilité de s'amender ou de passer par une resocialisation possible dans le cadre de l'exécution de la peine. Donc ça veut dire qu'on décrète dès ce moment-là qu'il est exclu de la société, en fait. Il est exclu de la loi. Il est exclu de la loi. Au niveau philosophique, c'est extrêmement important. La prison, elle est là pour sanctionner, mais elle est là aussi pour que la personne se réinsère. Ça a aussi cette fonction-là. C'est une des fonctions, c'est le deuxième versant de la peine d'emprisonnement. C'est sanction, mais aussi reclassement. Si on empêche le reclassement, et on dit, bah non, la prison, c'est que la sanction, un point, c'est tout. Je veux bien l'entendre. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Celui qui est frappé par l'interdiction du territoire français, on l'empêche de se reclasser. Ça veut dire que les peines pour les étrangers frappés à l'interdiction du territoire français, eh ben, on enlève tout un pan de la philosophie même de la peine d'emprisonnement, c'est-à-dire le reclassement. Ça veut dire que les étrangers n'ont pas le droit de se reclasser. Un point, c'est tout. Ces gens-là ne sont pas amendables, d'après vous? Ils ne peuvent jamais... Mais le mot amendable, tout ça, relent de vocabulaire un peu d'église, pardonnez-moi. Si on veut rentrer dans ce vocabulaire, on peut dire aussi qu'aller passer quelque temps dans le pays d'origine et racheter le ticket d'entrée de l'intégration, on peut dire aussi que c'est une volonté d'amendement à ce moment-là. On prouve objectivement et non pas par une intention qui n'est pas toujours suivie des faits, bien le contraire. Mais si on vous séparait de votre enfant pendant 10 ans, qu'est-ce que vous diriez? Mais si vous commencez par dealer alors que vous avez un enfant et que vous savez que vous êtes passible de prison et que vous savez que cet enfant lui-même va se trouver dans un système où il se trouvera lui-même pris.
Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'arrêter ce phénomène en envoyant le signal dont je parlais tout à l'heure? Mais encore une fois, je vous parle de gens qui ont déjà payé leur dette, c'est-à-dire qui ont fait de la prison. Il y en a qui récidivent. Oui, mais pas tous. On ne peut jamais savoir. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le droit est objectif. Vous n'allez pas à la tête d'un individu. C'est pas au confessionnal que ça se passe, c'est au tribunal. Avant de vivre ce drame, vous saviez que ça existait, la double peine, enfin l'expulsion? Non, j'en avais entendu parler, mais je pensais pas que c'était si dramatique. Surtout, nous, on s'y attendait pas. Vous vous rendez compte, 1 an et demi après une décision, vous l'appliquez sans enquête ni quoi que ce soit, alors il avait des papiers, c'est simple, depuis sa sortie de prison, il renouvelait ses papiers tous les 3 mois à la préfecture. Donc c'est là, toujours, il a donné les renseignements sur lui, notamment ses changements d'adresse, sur moi, sur son boulot. Parce qu'à chaque fois qu'il renouvelait ses papiers, à chaque fois, on lui demandait sa situation, etc. Donc il savait bien qu'il y avait une famille, qu'il n'y avait eu aucun acte... Il n'y avait eu aucun délit entre-temps, qu'il était en train de s'insérer, qu'il avait travaillé à la poste, qu'il a travaillé en tant que chauffeur-livreur. Enfin, il s'est installé avec moi, il y avait un bébé en route. Il le savait bien, tout ça. Ils ne veulent pas dire que des délinquants sont capables de se réinsérer. Ils ne veulent pas, qu'on puisse dire, oui, mais l'État français est laxiste par rapport à ces gens qui ont effectivement trafiqué. Moi, quand le maire de Villeurbanne, qui est pourtant un sénateur, me dit on ne va pas être indulgent avec les trafiquants de drogue, moi je lui réponds mais qui parle d'être indulgent? Ils ont trafiqué, c'est grave, ils ont pris des peines de prison, ils ont fait leur peine de prison, regardons la personne, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Oui ou non, va-t-elle retrafiquer ou est-ce que sa situation sociale fait qu'elle va recommencer à déconner? Ou est-ce que vous ne pouvez pas prendre en compte que maintenant cette personne est mariée, qu'elle a des enfants, qu'elle a envie de mener une vie de famille normale et que cet individu ne représente plus une menace pour l'ordre public? Donc moi ce que je dis toujours c'est qu'en France on a aboli la perpétuité, la peine de perpétuité, mais on l'a maintenue pour eux. C'est-à-dire qu'un arrêté ministériel d'expulsion c'est la perpète. Une interdiction du territoire à Lyon, c'est la perpète. Éloigné ou non, clandestin ou assigné à résidence, le double peine est condamné à attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans avant d'obtenir des autorités une éventuelle régularisation. Il n'y a pas de règles et les critères restent flous. Jusqu'à présent, toutes les demandes de Kéchichi et du père de Laetitia ont été rejetées, malgré l'absence de récidive. Que faut-il faire pour obtenir le droit de vivre chez soi? En mai 98, Amar, le mari de Lila et 8 autres Lyonnais, désespérés eux aussi par les rejets successifs de leurs recours, ont décidé d'entamer une grève de la faim. Après 51 jours, malgré la pression médiatique et le soutien des associations, ils n'ont obtenu du gouvernement qu'un sursis à exécution assorti d'une assignation à résidence. Autrement dit, ils restent expulsables à tout moment. La situation des grévistes de la faim aujourd'hui est la suivante. Aucun d'entre eux n'a vu sa situation administrative ou judiciaire réglée. Ils sont tous toujours dans une situation de précarité extrême du fait qu'ils ont... Alors, la seule chose qu'ils ont obtenue à l'issue de leur grève de la faim, c'est d'ailleurs ce qui a entraîné l'arrêt de ce mouvement, c'est que le gouvernement s'engage à ne pas mettre à exécution les mesures d'éloignement, qu'il s'agisse de mesures judiciaires ou de mesures d'expulsion. Ils sont tous assignés à résidence, sauf l'un qui avait une peine temporaire qui est terminée, d'interdiction du territoire. Donc assignés à résidence, ce qui signifie une précarité extrême qui peut être remise en cause à tout instant, obligation de pointage donc régulièrement auprès des services de police, interdiction de sortir du Rhône, et évidemment une facilité extrême pour trouver des emplois sur le long terme lorsqu'on a un document qu'on présente à un employeur sur lequel il est indiqué, à l'issue de la validité de ce document, qui est une validité de 6 mois, l'intéressé devra avoir quitté le territoire. C'est ce qui est marqué sur les documents administratifs qui sont remis. Donc aujourd'hui, rien n'est réglé. On n'a aucun engagement qui est pris clair sur ce que sera leur sort. Les requêtes qui ont été déposées devant la Cour d'appel de Lyon notamment ont toutes été rejetées, toutes. Alors ça ira plus loin, mais pour l'instant tout est rejeté. Et les demandes d'abrogation, là ça concerne les arrêtés d'expulsion, c'est administratif, c'est le ministre de l'Intérieur, n'ont pour l'instant pas abouti. Il n'y a eu aucune abrogation jusqu'à ce jour des arrêtés d'expulsion prononcés contre les grévistes de la faim. Donc ils ont obtenu, c'est vrai, qu'on ne mette pas à exécution, mais combien de temps ça va durer? Quelle garantie ils ont qu'à l'avenir, tout d'un coup, là s'il y avait un changement de gouvernement, s'il y avait un changement de ministre, il n'y aurait pas mise à exécution de ces arrêtés? Il n'y a absolument aucune garantie. Rien du tout, ce papier vaut rien. Tout le monde vous rejette. Tout le monde. Si c'est pas un patron
qui comprend ces situations-là et qui vous prend et qui vous aide, comme j'ai trouvé mon patron. Moi, si j'avais pas trouvé ce travail, j'allais exploser. Moi, ça faisait 6 mois que j'avais terminé la grève de la faim. J'étais en train de gonfler, je gonflais. Hein. Ça allait exploser. Jusqu'à ce que mon parrain Jean Villanova, il a bien bougé et il m'a trouvé ce travail-là. Sinon, j'allais gonfler, j'allais exploser. Et dès que j'ai trouvé ce travail, après on m'a aidé, mon patron m'a aidé, m'a avancé de l'argent quand j'étais dans la merde. Quand j'ai reçu un peu trop de factures, il me faisait un chèque, et il me retirait petit à petit sur ma paye. C'est comme ça que j'ai réussi à tenir, parce que j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé. Mais si on n'a personne qui vous aide, je vous garantis que c'est pire qu'une bombe atomique. On va faire quoi? On va revoler, on va refaire les cons, Quoi ça sert? Vous nous donnez ça pour qu'on repart faire les cons, ou vous voulez qu'on se réinsère? La réinsertion, vous l'a prouvé. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on se suicide? Vous voulez une main, un bras, un doigt? Vous voulez quelque chose? Moi, je le donne, moi. Si vous me dites, moi, demain, vous me donnez ces 3 doigts-là, je vous donne votre carte de résident, je leur donne, qu'est-ce que je vais faire de ma main gauche? À la suite de cette grève de la faim, Christine Chanet s'était vue confier par Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, la mission de former en urgence une commission de réflexion sur la double peine. Le rapport rendu par cette commission proposait notamment de ne plus interdire de territoire les étrangers arrivés avant l'âge de 6 ans. 1 an plus